Nous nous trouvons, mesdames et messieurs, aujourd'hui sur l'aérodrome de Sion, en plein cœur des Alpes. Dans les Alpes, vous le savez, le drame est quotidien. Éboulements, avalanches, accidents de travail, chutes d'alpinistes, chutes de skieurs, et même les malades coupés de la plaine qu'il faut aller chercher. C'est la raison pour laquelle, en 1952, a été créé ici le premier centre du monde de sauvetage aérien par avion en montagne. Et c'est Hermann Geiger lui-même, celui qui fut l'initiateur de ce centre aérien, que nous allons retrouver maintenant en le surprenant entre deux vols de sa journée de travail. Bonjour Hermann Geiger, Bonjour, fait un bon vol. Monsieur Burgère, très bon vol, merci. Mais ça n'est pas le premier de la journée, non? Ah non, c'est le 25e vol aujourd'hui. J'ai commencé à 4 h du matin et vous voyez, ça marche sans interruption. Oui, dites-moi, voilà qui a dû faire monter encore sensiblement le record de vos atterrissages en glacier depuis 1952, non? Eh bien oui, ça fait depuis 1952 environ 15 700 atterrissages sur glacier. Ah, c'est impressionnant. Mais avant que nous parlions des atterrissages sur glacier, présentez-nous, voulez-vous bien, votre magnifique avion ici, le Super Cub. Eh bien, c'est un avion américain. C'est un avion avec un moteur de 150 chevaux, une hélice à pas fixe, une aile assez grande avec 12,50 m d'envergure qui lui permet de porter une charge de 250 kg utile et en 25 minutes on peut se trouver à 3500 mètres. Vous avez une magnifique soute à bagages où on peut mettre le matériel, les blessés, tout ce qu'on doit transporter en montagne. Une pompe hydraulique qui permet de lever et de baisser les skis pour atterrissage sur neige ou sur aérodrome avec un double voie. Alors la manœuvre de baisser les skis, vous la voyez, on baisse le ski plus bas que la roue, comme ça l'avion est prêt pour atterrir sur la neige. Pour atterrir sur l'aérodrome, au retour du glacier, eh bien je tourne mon robinet et voilà, avec le même mouvement de pompage, je lève mes skis et c'est la roue maintenant qui fait l'atterrissage sur l'aérodrome. Mais un magnifique outil de travail comme celui-là, il ne vous est pas tombé du ciel, Hermann Geiger. Et j'imagine sans peine que vous avez dû travailler pendant un certain nombre d'années jusqu'à ce que vous arriviez où vous en êtes maintenant. Eh bien, il y a 27 ans que je vole. J'ai vu voler les choucas et les aigles. Ça m'a donné une très grande envie et j'ai commencé mon début dans le vol à voile. Parce que je n'avais pas les moyens pour me payer des heures de vol à moteur et c'est ainsi que j'ai pu arriver lentement dans l'aviation à moteur. Le vol à voile, je l'ai fait parce qu'il est infiniment moins cher et ça m'a donné la possibilité d'étudier les courants ascendants, d'étudier le vol dans les Alpes et c'était une très bonne base pour le vol dans les Alpes qui a suivi après avec avion à moteur. Et pendant combien d'années avez-vous fait du vol à moteur avant les atterrissages sur glacier? Eh bien, il y a maintenant 27 ans passés que je vole. J'ai fait environ 20 années de vol avant d'aller sur les glaciers. Mais je vous assure, une préparation ainsi est absolument nécessaire avant de monter là-haut et commencer ce travail sur les glaciers, si on n'a pas quelqu'un qui nous donne le jalonnement, les explications auparavant. Et par la suite, alors, vous êtes devenu chef de place de l'aérodrome de Sion au cœur des Alpes. Oui, je suis chef de place ici à l'aérodrome de Sion.
Et c'est alors, comme chef de place, ici, à Sion, que vous vous êtes immédiatement spécialisé dans les atterrissages en haute montagne. Ah non, j'ai commencé avec le largage. J'ai transporté le matériel au moyen d'une soute à largage que j'ai fixée dessous l'avion pour le ravitaillement des chantiers en haute montagne. La grande distance avec le chantier de Cheylon et d'Arola, où j'ai ravitaillé pendant plusieurs hivers. Ensuite, le ravitaillement des cabanes et des gardiens isolés qui se trouvaient en haute montagne, où j'ai largué également les vivres et des couvertures et tout ce qu'ils avaient besoin pour leur travail. Et j'ai largué du matériel, du courrier postal, dans les stations de montagne comme Zermatt, Saasfee et des villages isolés, Simplon village, le Bintal, la vallée de Conges, et tout cela m'a donné la possibilité de transporter environ 250 tonnes. Il n'y a pas que les hommes qui ont bénéficié des largages. Ah non, j'ai ravitaillé les troupeaux de moutons en montagne. J'ai secouru des bergers qui étaient pris dans les neiges qui tombent des fois prématurément dans les Alpes. Là, j'ai eu l'occasion de transporter bien des centaines de kilos de foin et aussi les chamois. Les chamois, quand ça vient à la fin de l'hiver et qu'il y a encore des hautes couches de neige en montagne, alors voyez-vous, il faut ravitailler aussi ces bêtes-là qui ont bien besoin de la nourriture de temps à autre. Alors le largage comprend également ce genre de travail. Mais on comprend bien qu'à force de voler comme ça au ras des glaciers, un pilote ait eu envie une fois de s'y poser. Et vous n'avez pas été le premier, il y en a déjà à qui cette envie a pris, n'est-ce pas? Ah, bien entendu, si nous prenons un peu l'histoire, en 1921, nous avons eu François Durafour de Genève qui a parfaitement réussi avec son Gaudron au Dôme du Goûter à se poser et à repartir. Il y avait des alpinistes qui lui ont préparé le terrain. Si nous allons un peu plus loin, vous avez Dudette qui a fait des atterrissages sur les lacs gelés de l'Engadine. Elle a fait un atterrissage à An sur le glacier du Trien dans la région des Aiguilles Dorées. Et il y a également eu le pilote suisse Hug de l'armée que nous avons entendu beaucoup parler là-haut dans la région du Gauli-Gletscher, avec une action de secours là dans Dakota qui a atterri. Ce sauvetage a très bien été avec des avions de l'armée, mais enfin, des hommes comme Durafour, Hug, etc. n'ont pas continué, ils n'ont pas donné de continuation. Il y a eu encore un atterrissage duquel j'ai dû m'occuper, c'était celui du pilote Zer de la Chaux-de-Fonds qui a capoté au Dôme du Goûter. Oui, donc atterrissage heureux ou malheureux, mais jamais répété. Tandis que vous avez pu introduire un système. Mais vous avez eu aussi votre premier atterrissage, Hermann Geiger. Est-ce que vous voulez nous le raconter? Je peux vous citer ce premier atterrissage qui a eu lieu au glacier de la Cendre le 11 mai 1952. C'était un atterrissage assez sensationnel qui m'a donné la possibilité après d'exécuter tous les transports de matériaux pour la construction de la cabane de la Cendre. J'ai prévu de monter le matin de bonne heure afin d'avoir toutes les lumières à disposition qui offraient le jour. C'était avec un de mes camarades pilotes qui était anciennement dans l'armée, qui avait fait des atterrissages sur neige, que j'ai profité de faire cet atterrissage. Et nous sommes arrivés à 3h30 du matin à une altitude d'environ 4000 mètres au-dessus du Petersgrad. Et j'ai vu le lever du soleil qui donnait un magnifique relief sur la surface du glacier. Nous sommes descendus, il y a eu quelques petites turbulences et au moment de l'arrivée, j'ai vu que cette neige, elle était très égalisée et gelée, ce qui m'a fait faire un atterrissage absolument parfait. Nous avons fait toute une grande série d'atterrissages et de départs sur ce glacier et je dois vous dire, j'étais agréablement surpris et je peux certifier que j'étais convaincu qu'on avait commencé trop tard. On aurait pu faire ce travail-là bien plus tôt, on aurait pu faire ça 10 ans plus vite parce que la surface était tout à fait la même. Après ce premier atterrissage, et pour arriver à réussir sans un incident les 15 000 qui ont suivi, il a donc bien fallu que vous mettiez au point une technique particulière. Bien entendu, pour faire ces atterrissages en haute altitude, il y a toute une technique d'approche et de départ à prendre pour arriver au résultat. Ce n'est plus comme d'atterrir sur un aérodrome où on arrive en vol plané, où on fait un arrondi pour anéantir la vitesse,
et ensuite laisser rouler l'avion avec le ralenti du moteur jusqu'à son arrêt. En haute altitude, les problèmes deviennent totalement différents. Nous ne pouvons plus tenir compte de la direction des vents, puisque là-haut les vents vont dans tous les sens. Nous devons tenir compte de la pente. Ensuite, nous préparons l'approche en faisant un survol, un sondage, et ensuite vous avez ici l'arrivée contre la pente. Une fois arrivé à ce point-là, le pilote remet plein gaz, tire son avion jusqu'au maximum, au point final, et vous le voyez en pratique, c'est exactement ce que nous avons discuté. L'avion arrive avec beaucoup de vitesse et ensuite il applique sa ligne de vol à la pente et en finale, le pilote remet des gaz avec l'élan qu'il a encore. Il peut faire un virage à gauche. Il met l'avion en position de départ. Pour le départ, c'est toujours face à la pente, sans tenir compte du vent. Et quand on l'a bien mis dans la plus grande déclivité, c'est alors qu'il prend rapidement la vitesse nécessaire pour le décollage. La vitesse, c'est la portance. Et pour atteindre cette vitesse, il nous faut chercher la pente, il nous faut chercher le vide. Et vous voyez ici, il faut prendre le courage dans les deux mains, piquer l'avion face à la pente, et comme ça, nous avons des distances de décollage beaucoup plus courtes que sur des terrains plats ou sur des aérodromes, même que nous sommes en grande altitude. Ici, vous avez un atterrissage qui vous montre la douceur de la façon que l'avion arrive au sol. Lentement, il prend le contact, les roues commencent à tourner et l'avion s'enfonce petit à petit dans la neige. Le pilote le tourne et le voilà de nouveau prêt pour le départ face à la pente. Le départ, qui se fait ici dans une altitude d'environ 3000 mètres, est très impressionnant et toujours avec une sécurité absolument parfaite. Et alors, la nouvelle technique d'atterrissage vous a, je pense, conduit à abandonner progressivement le largage. Et c'est par l'avion avec les skis que vous avez transporté n'importe quoi, n'importe où et n'importe quand. C'est très juste. Le transport au moyen de l'atterrissage était beaucoup plus utile. On pouvait transporter du matériel sans l'emballer aussi soigneusement qu'avec le largage. Tout arrivait à meilleur état, en état sur les lieux des cabanes, sur les glaciers. Et nous avons augmenté considérablement le potentiel de notre transport. Et vous voyez ici les différentes marchandises qui montent à haute altitude. Vous avez du vin, vous avez tous les épiceries qui nous livrent de la marchandise, les pommes de terre, le but à gaz, de la bière. Et nous avons là aussi un petit moteur à 2 temps qui fait marcher le téléphone à la cabane Bétain et un panier là pour le transport de bouquetins depuis l'Engadine jusqu'en bas dans le Tyrol que nous avons fait. Et ça représente en somme par année entre 100 et 120 tonnes de matériel que nous transportons à haute altitude. Il reste à dire que ce transport est infiniment meilleur marché que le transport qui se fait à dos d'homme ou par mulet qui coûte presque le double du prix. Mais alors, comment faites-vous devant une telle variété de marchandises pour ne pas expédier dans une cabane ce qui va dans une autre? Eh bien, je peux vous expliquer ça en 2 mots. Nous avons ici une petite gare de triage des marchandises. Et avec ces étiquettes-là, nous pouvons signaler le matériel à l'endroit où il va. Il est d'abord pesé et ensuite nous mettons l'étiquette à l'endroit où le pilote la trouvera et saura où amener cette marchandise. Nous avons alors différentes cabanes et vous voyez ici en Zenda, la cabane des Diablerets. Vous avez là la cabane du Monte Rosa ou la cabane Bétain. Vous avez ici les Blumes-les-Alpes. Et là, vous avez la cabane du Trien, qui est là-haut dans la région du Grand Saint-Bernard, la cabane des Vignettes. Mais à quelle altitude sont situées toutes ces cabanes? Ces cabanes se situent en général aux altitudes de 2500 jusqu'à 4000. Si nous prenons la cabane la plus haute, ce sera la cabane Margarita dans le Mont-Rose, qui est en haut à 4500 mètres, donc presque plus haut que la pointe du Cervin. Et alors, vous avez reconnu combien de points d'atterrissage à proximité de ces cabanes? Eh bien, j'ai fait actuellement environ 2700 différents terrains d'atterrissage ici dans les Alpes valaisannes et bernoises, sans compter Glaris, les Grisons
et le T5 qui offre aussi un nombre considérable de possibilités d'atterrissage. Mais alors, tous ces transports pour ces cabanes, vous ne les faites pas avec un seul avion, j'imagine, hein? Ah non, non, nous avons plusieurs machines. Notre parc d'avions compte actuellement 7 machines. Des avions munis de skis et de roues, nous avons 3. Et vous voyez ici des machines, ils ne sont pas tous là, il y en a qui sont en l'air, en train de ravitailler et de larguer. Et ces machines-là sont indispensables pour faire face à toutes les demandes que nous avons actuellement ici. Mais alors, qui dit machine dit aussi pilote. Vous avez donc dû former un certain nombre de pilotes spécialisés pour le vol en haute montagne. C'est entendu, nous avons dû former des pilotes qui font ce travail seuls. Je ne pouvais plus suivre à toutes les demandes. Et vous voyez, c'est quelque chose qui ne doit pas rester à un homme, à un spécialiste. Et c'est pour ça que j'ai pensé qu'il était utile de former aussi d'autres pilotes qui sont très capables de faire ce travail. Et alors, l'hélicoptère, ça, c'est votre affaire. Eh bien, cet hélicoptère, je dois vous dire, j'ai eu tant de demandes auxquelles je ne pouvais pas répondre parce que je n'avais pas cet hélicoptère. Il fait un travail tout à fait spécial. Il peut se poser là où l'avion ne se posera plus, sur un alpage, sur un petit éperon de rocher, sur un petit emplacement où juste la largeur pour poser les patins est à disposition. Alors vous voyez, il n'y a pas de liberté d'obstacle, d'approche et de départ pour l'avion, et c'est l'hélicoptère qui doit faire ce travail, c'est-à-dire depuis 2500 mètres jusqu'en bas dans la plaine. Mais alors, comment travaille l'hélicoptère? L'hélicoptère travaille d'une façon mécanique. Son grand rotor permet le décollage à la verticale comme l'arrêt à la verticale à l'arrivée. L'hélicoptère a justement dû à cette chose-là le grand avantage qui devient totalement indépendant de l'aérodrome. Et vous voyez, le moment du départ à la verticale, il n'y a plus besoin de distance pour prendre l'air. Il le prend immédiatement et ensuite il se trouve dans le grand vide. Avec l'hélicoptère, on a aussi l'avantage de pouvoir charger toutes sortes d'objets. On le charge des grandes pièces à l'extérieur de la machine sur ces gabarits du train d'atterrissage. Alors nous sommes plus réduits dans ces dimensions. Cet hélicoptère ici, c'est une machine de sauvetage qui a une grande cabine qui permet de mettre des blessés en position couchée sur un brancard et sans bouger le blessé jusque sur la table d'opération, permet justement là un grand avantage vis-à-vis de l'avion de faire un transport extraordinaire. Et nous faisons aussi des transports de téléphériques, de poutres, de pièces et autres. Et comme ça, nous pouvons arriver à n'importe quel lieu, près d'une cabane, en transportant toutes les dimensions, des planches, des tubes, des objets qu'on ne pourrait plus transporter d'une autre façon. Et il suffit là de la préparation d'une petite place qui permet à la machine les arrivées et les départs sans aucune difficulté. Naturellement, ici, le pilote doit faire attention de toujours faire ses arrivées et ses départs contre le vent. Mais dites-moi, est-ce qu'il est nécessaire de préparer les tout petits endroits où se posent les hélicoptères, ou bien est-ce qu'on peut prendre n'importe quel petit coin de terrain? Des fois, c'est nécessaire de préparer un terrain, des fois pas. Assez souvent, on trouve un petit bout de pré ou bien une surface de glacier tout à fait plane, mais où ce n'est pas le cas, où on a des transports, un grand nombre de vols à exécuter, alors on doit donner quelques coups de pioche. Et des fois, si c'est près d'une cabane, comme par exemple à la cabane Bétan, alors là, il faut carrément miner le rocher, faire un mur de soutiennement et préparer l'emplacement d'atterrissage, toujours de façon tout à fait plane. Alors, nous avons fait un terrain avec l'aide de tous nos pilotes ici de l'aéroclub. À la cabane Bétan, ce terrain mesure 12 mètres de long et 11 mètres de large. Nous avons fait du commencement à la fin tous les travaux de minage. On était mineurs, on était ouvriers de chantier, tout ce que vous voulez. On a fait donc tout le travail au grand complet pour la réalisation de ce terrain. Alors évidemment, il y avait un esprit d'équipe d'autant plus vif chez tous vos camarades pilotes de l'aéroclub qu'il s'agissait de préparer une base de sauvetage, n'est-ce pas? Oui, très juste. Là, tout le monde a mis de bon cœur tout ce qu'ils ont pu pour aider, pour que ce terrain soit au point, de façon à pouvoir assurer le secours dans cette grande région de tourisme. Cet exemple de la base d'hélicoptère du Mont-Rose nous amène donc à ce qui est pour vous l'essentiel.
ce qui passe certainement avant tout, c'est-à-dire le sauvetage, n'est-ce pas? C'est très exact. Nous mettons le point essentiel sur un entraînement indispensable pour réussir les actions de secours et les sauvetages. Le pilote qui n'est pas entraîné, il ne réussira pas à se poser dans ces lieux difficiles et il ne sera pas capable de répondre justement à ces demandes de secours. Ce que nous aimerions suivre avec vous maintenant, c'est le déroulement, avec autant de détails que possible, d'un sauvetage. Eh bien, le sauvetage est toujours une situation très spéciale. Nous avons au bureau de l'aéroport de Sion une permanence qui travaille toujours. On répond à toutes les heures de la journée et de la nuit. Et on donne notre accent principal, notre importance principale, c'est le secours en haute montagne. Tout autre travaux reste de côté au moment du secours. L'avion quitte 10 minutes après l'appel de secours avec tout le nécessaire l'aéroport et il sera même sur les lieux les plus lointains après 20 minutes, tout au plus sur les lieux. Nous avons ici une arrivée sur un lieu assez compliqué. Il faut donc que l'aviateur emporte avec lui tout le nécessaire pour arriver à secourir un blessé au fond d'une crevasse. Il faut naturellement toujours la maîtrise complète de cette pose sur la neige pour arriver le plus près que possible vers le lieu de l'accident. Les distances sont toujours une perte de temps lorsqu'on doit les surmonter à pied. Une petite reconnaissance et ensuite c'est le travail. Ce qu'il emporte le pilote au moment d'un sauvetage dans une crevasse, eh bien c'est des cordes, c'est une pharmacie de secours, c'est des attelles pour fixer des membres cassés et ensuite nous allons au travail. Il y a souvent des distances très courtes à surmonter, mais cela ne représente pas un grand effort pour le pilote. Le pilote doit toujours faire attention dans ces grandes altitudes de ne pas faire un effort trop brusque au moment de l'arrivée. Mais nous avons toujours des personnes qui nous aident. À l'occasion d'un accident, on a toujours des personnes qui ont vu l'atterrissage ou qui ont vu un accident et lorsqu'ils se rendent sur les lieux, et dans cette solidarité alpine, eh bien, ces gens-là sont très volontiers à notre disposition pour nous aider à retirer un malheureux d'une situation difficile. Le pilote doit être samaritain. Lui doit avoir suivi secours au grand complet et il doit être l'homme qui sache organiser le premier secours, le premier soin. Nous devons naturellement bien nous mettre dans la tête que nous ne sommes pas là pour faire des interventions chirurgicales, nous sommes là pour organiser un travail dans la règle de l'art d'un samaritain et c'est au médecin ensuite à faire le travail. Fixer une attelle, désinfecter des plaies, transporter le blessé vers l'avion dans une position agréable, pas gâter davantage que ce qui est déjà fichu et ensuite vous voyez ici comment nous allons partir avec ce blessé, toujours en position plate, sans faire d'effort et avec un chargement à bord minutieux. Nous sommes en quelque peu de minutes vers le médecin. Le dernier sauvetage que nous avons fait, eh bien, c'était 40 minutes plus tard, après l'accident, que les blessés étaient aux soins des médecins à l'hôpital de Sion. Mis à part Hermann Geiger, les sauvetages accomplis par d'autres pilotes, comme Wiesel par exemple dans les Grisons, ou votre second Martignoni ici à Sion, combien d'actions de secours comptez-vous personnellement à votre actif jusqu'à ce jour? J'ai fait un relevé de la statistique de toutes ces actions de sauvetage et de secours. Il y a 2 mois, je comptais 525. Il y a là tout ce qui se présente à l'ordre du jour. Il y a des jambes cassées, il y a des personnes malades qu'on a transportées et je dois dire que ce n'est pas toujours sur le tourisme, mais aussi il y a des ouvriers en haute montagne qui ont eu des accidents qu'on a dû transporter en plaine et finalement, et malheureusement, il y a eu une quantité d'à peu près 120 morts qu'on a transportés par la voie des airs de la montagne dans la vallée. Nous constatons que le pilote des glaciers est présent dans presque tous les drames de la montagne. Mais est-ce à dire, Hermann Geiger, que toutes les actions de secours soient aussi dramatiques?
Oui, en effet, il y en a qui sont très amusantes, très intéressantes. Et je peux vous en citer une. C'était une question de médecin qui me demandait d'aller d'urgence avec l'hélicoptère au fond du Lötschental pour chercher une dame qui attendait un enfant. Alors nous sommes montés là-haut, c'était un dimanche matin avant le lever du soleil, et nous avons embarqué la brave dame. Et pendant le vol, eh bien, l'acte de naissance s'est passé dans l'hélicoptère à 1500 mètres d'altitude entre Sierre et Sion. Il y avait question de baptiser le garçon qui était venu au monde dans cet hélicoptère, et nous nous sommes posé la question de poser au bord du Rhône pour avoir de l'eau afin de baptiser cet enfant. Et finalement, au cours du vol, nous avons décidé de venir ici à la base de Sion, où on a eu à disposition la sage-femme et un prêtre, et on a baptisé le garçon ici au moment de l'atterrissage. Tout ça, ça s'est très bien passé. Vous voyez qu'il y a du travail très intéressant, très amusant, et c'était quelque chose de vraiment passionnant pour un dimanche matin, pour le premier hors du jour. Et voilà, Hermann Geiger, nous vous avons pris un temps précieux, puisque maintenant s'annonce pour vous le 26e atterrissage de la journée sur les glaciers. Nous n'allons pas abuser davantage de votre temps et nous allons vous laisser partir. Votre avion est prêt. Merci. Toutefois, avant que vous partiez, nous voulons encore vous dire chaleureusement du fond du cœur, merci Hermann Geiger pour cette belle leçon. Nous vous souhaitons encore d'innombrables vols au service de tous ceux qui ont besoin de vous. Au revoir. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur Burgère. Merci. Et voilà, mesdames et messieurs, nous avons vécu ensemble quelques instants de la vie du pilote des glaciers, du premier pilote des glaciers. J'espère que vous avez, comme nous, vécu avec beaucoup d'émotion ce contact avec Hermann Geiger, un homme modeste, vous l'avez vu, un homme qui a écrit une fois cette phrase si simple « Je ne cherche pas à accomplir de grands exploits, je cherche simplement à avoir une activité modeste mais durable, en somme, un vrai métier ».